Parler du vivant pour sauver ce qu'il en reste, c'est l'ambition de notre génération. Dans ce podcast, je donne la parole aux acteurs du changement. Ceux qui croient et agissent en faveur d'une transition écologique et sociale. Ceux qui brisent les codes et créent la société de demain. Je m'appelle Laurie, je suis l'hôte d'Épicéa et j'espère que ces conversations révéleront en vous le chemin du possible. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à donner une note sur Apple Podcast ou Spotify et à le partager sur les réseaux sociaux ainsi qu'à vos proches. Et maintenant, je laisse place à l'épisode. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous. J'ai l'honneur de recevoir Bettina Zourli à mon micro aujourd'hui, aussi connue sous le pseudo « Je ne veux pas d'enfants » sur les réseaux sociaux. Bettina nous raconte son cheminement, tant écologique que féministe, que antiraciste, etc. Mais surtout, elle nous raconte comment son intimité est devenue politique. Et comment, en fait, l'intime est toujours politique. J'espère que cette conversation vous plaira autant qu'à moi. Bonne écoute. Bonjour Bettina et bienvenue sur le podcast. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Salut Laurie, merci beaucoup. Alors pour commencer, est-ce que tu peux te présenter dans les mots qui sont les tiens, tout simplement ? Tout à fait. Donc je m'appelle Bettina, j'ai 31 ans. Je suis française, mais j'habite en Belgique. Et je me définirais comme déjà, je suis une femme cisgenre, hétérosexuelle. Ça a son importance, j'aime bien dire ces mots pour me présenter, parce qu'on le dit rarement quand on fait partie de la norme, et je trouve que c'est cool, du coup, de le dire. Alors, au niveau de mon activité au quotidien, j'ai plusieurs activités. Donc, je suis journaliste pour des médias féministes. Je tiens un compte Instagram qui s'appelle « Je ne veux pas d'enfants », sur lequel je réfléchis aux injonctions et aux normes sociales. Et j'écris des livres. Et là, je travaille sur mon prochain livre qui va apparaître dans 6 mois sur l'injonction à procréer encore, puisque c'est mon sujet de prédilection. Waouh! Donc un second livre déjà, félicitations déjà. Merci. On va faire un petit peu marche arrière. Est-ce que, parce que là tu parles de beaucoup d'engagement militant, on va les décortiquer un peu tous les aspects, on va voir aussi qu'ils sont tous entremêlés, mais quelle est un peu la naissance de tout ça? Tu as toujours été un peu révoltée, un peu militante, ou il y a eu un déclic, des études, un voyage qui a fait que tu es devenue comme ça, ou c'est vraiment la vie qui a fait que? Ouais, c'est une bonne question. Je crois que je dirais que l'année 2018-2019, ça a été un moment quand même vachement charnière. J'ai déjà remonté mon feed Facebook, tu vois, depuis que j'avais Facebook, donc depuis 2009, je crois. Et je me suis rendu compte que je partageais déjà à l'époque des articles sur les injustices sociales, les discriminations au niveau du genre, etc. Mais je me définissais pas du tout comme soit média activiste, soit juste engagée. J'utilisais pas du tout le mot féministe, par exemple, alors que maintenant je me revendique fièrement de ce terme. Mais du coup, à 2018-2019, en fait, je me suis mariée avec donc mon futur ex-mari maintenant, mais bref. Et en fait, on voulait tous les deux pas d'enfants. Et moi, ça avait été toujours quelque chose de très... c'était quelque chose de très normal et naturel pour moi de pas en vouloir. J'ai jamais voulu d'enfant. Et quand il y a eu cette mise en couple très classique, couple hétéro, plutôt bonne situation financière, mariage, là, les gens, en fait, ont commencé à sortir des phrases sur... oh là là, mais du coup, c'est pour faire un petit bébé et tout. J'étais là, pas du tout, mais parce que c'était jamais rentré en ligne de compte. Et là, ça aussi, encore plus un lien avec ton podcast, c'est que en 2019, alors moi, pendant 6 ans, j'ai travaillé dans le tourisme quand même, donc vraiment une industrie quand même assez polluante, avec un gros manque de conscientisation, de pédagogie, même sur des questionnements d'écologie, mais même de respect de l'humain, etc. Complètement, de droits sociaux, ce que promeut parfois le tourisme, c'est, et même en termes d'animaux et tout, c'est parfois un peu scandaleux. Ouais, moi j'étais dans le tourisme sur mesure, donc j'avais des clients au téléphone ou en rendez-vous physique, tu vois, pour faire vraiment le voyage avec eux. Et je faisais de la pédagogie parce que j'étais spécialisée sur la Thaïlande, enfin sur l'Asie du Sud de manière générale. Et je leur disais, moi je vous propose pas des balades à dos d'éléphant, moi c'est non en fait, et je leur expliquais pourquoi. Et il y a plein de gens qui me disaient, on s'en fout, on va y aller quand même, mais on partira pas avec vous du coup, et ça m'a un peu déprimée. Il y a des gens qui étaient super ouverts. Hein. Mais donc du coup, à 2018-2019, commence à me dire, oh là là, travailler dans le tourisme, ça me fait un peu... Enfin, je me sens un peu en décalage avec des valeurs grandissantes. Tu vois, j'étais déjà végétarienne. Enfin, je sais pas, il y a des choses qui se mettaient en place dans ma vie. Et ouverture féministe sur l'injonction à procréer.
Et du coup, en 2020, juste avant le premier confinement, du coup, j'ai démissionné de mon emploi en agence de voyage. Et juste quelques mois avant, j'avais publié mon premier essai sur des témoignages de personnes qui voulaient pas d'enfants. Et de fil en aiguille, depuis 4 ans, maintenant j'écris au quotidien là-dessus et je fais de la pédagogie sur ces sujets-là, quoi. Oui, donc tu as le compte Instagram qui s'appelle Je ne veux pas d'enfants. Est-ce que du coup, parce que là tu parles de plein de sujets, sur ton compte c'est aussi le cas, est-ce que le fait qu'il s'appelle Je ne veux pas d'enfants te coince dans une case où tu peux juste parler du fait que tu ne veux pas d'enfants et pas du reste? Ouais, oui, je crois. Franchement, j'hésite parfois. J'avais essayé il y a 1 an de mettre mon nom, Bettina Zourli, en disant c'est un compte du coup qui va parler de tous les sujets qui m'intéressent parce que oui, tu l'as très bien cerné, je parle de beaucoup de choses et il y a beaucoup de choses qui me questionnent en tout cas, mais parce que tout est lié en fait. Et en même temps, je sais pas, je me dis que c'est quand même une forte identité et que du coup, au moins, ça questionne beaucoup les gens. Mais du coup, je sais que je perds aussi pas mal de personnes dès lors que je sors de la question des child free, de l'injonction à la maternité, etc. Parce que dès que je parle d'écologie, par exemple, j'ai des vagues de désabonnements, des gens qui m'écrivent en me disant désolé, mais en fait, moi, je suis venue pour un sujet et là, tu parles d'autre chose et ça m'intéresse pas. Et j'ai un peu du mal parfois à leur faire comprendre qu'en fait, tout est lié, quoi. C'est pas qu'une question personnelle de pas vouloir d'enfants, même si ça l'est en soi, hein. On a le droit de vouloir des enfants ou de pas en vouloir sans que ce soit politique, mais chez moi c'est politique, donc voilà. Oui, ça d'ailleurs, j'aimerais bien qu'on revienne dessus. Donc, ton non-désir d'avoir des enfants, il est intime d'abord, mais il est devenu politique avec ton engagement, ton militantisme. Comment t'expliques ça que finalement, en fait, quoi qu'il arrive, l'intime est un peu politique. Même si on choisit pas de le politiser, suivre la norme, c'est politique, et pas la suivre, c'est aussi politique. Ouais, exactement. T'as très bien résumé. Mais oui, en fait, c'est ça. Moi, c'est comme je te disais, quand j'ai découvert que je voulais pas d'enfants parce que en fait, on te renvoie au fait que c'est normal d'en faire et d'en avoir. Donc il y a 4-5 ans. Et au début, j'étais vraiment en mode, mais non, mais c'est juste un désir personnel. Tu peux pas, comme tu dis, tu peux pas décider de vouloir des enfants ou non. Quoique, on est quand même dans une société où on t'oblige, enfin, on te dit, on t'engage gentiment, mais avec un petit peu d'une bonne tape dans le dos quand même, d'aller vers un certain modèle, quoi. Mais il y a même des avantages fiscaux par rapport à ça. Le modèle, oui. ça veut pas dire que ça coûte pas d'argent d'avoir des enfants, parce que quand je sors cette excuse, on me dit mais ça coûte très cher d'avoir des enfants, et je l'entends très bien. Néanmoins, le fait qu'il y ait des avantages fiscaux à avoir des enfants et être marié montre d'une part la volonté de l'État de maintenir ce modèle en place. Ah tout à fait, il y a plusieurs types rien qu'en Europe, il y a plusieurs types de modèles économiques et sociétaux et liés à la sécurité sociale, ce genre de choses. Non, en Belgique, en France, plein d'autres pays, mais j'ai pas tous les exemples, mais on est dans des pays qui sont pro-natalistes. Et c'est pas une insulte de dire ça, c'est une réalité, c'est qu'on a mis en place des choses, notamment après-guerre, donc depuis une centaine d'années, pour relancer la natalité et faire grandir les rangs de la population, parce que la fécondité, c'est un enjeu économique, c'est un enjeu capitaliste, c'est un enjeu religieux, même pendant un temps en Europe, c'était un enjeu religieux de faire grandir les rangs des catholiques, etc. Donc en fait, la question de procréer ou non, même si, comme tu le disais, on peut décider de ne pas en faire quelque chose de politique, et la plupart des child free, donc, qui est le terme pour dire sans enfants par choix, ne sont pas du tout politisés, sont pas des militants et militantes, mais en fait la question est quand même centrale dans les États, d'un point de vue économique, écologique, religieux, sociétal, enfin bref, c'est hyper central, quoi. Et tu parles de child free opposé à childless, je pense. Ouais. Ça peut être intéressant de définir vite fait le concept. Oui, alors du coup, moi, j'adore utiliser le mot child free mais aussi parce qu'on n'a pas de traduction francophone du terme. Mais donc, child free, ça a été créé dans les années 70 aux États-Unis, en opposition, comme tu le dis, à childless, qui veut dire sans enfant, mais pas nécessairement par choix. Donc c'est plutôt, ça va être soit des gens qui n'ont pas encore d'enfants, mais donc juste ils sont sans enfants, soit des gens qui n'ont pas d'enfants, mais plutôt par circonstance, style infertilité, ou il n'y a pas eu l'occasion, on va dire, de faire un enfant. Et donc dans le child free, il y a vraiment cette idée de proactivité, on va dire, sur le sujet, quoi. Oui, tout à fait. Et est-ce que tu as dû justifier ton non-désir d'avoir des enfants? Et est-ce que tu as dû le justifier par ton engagement?
Dans le sens, je suis féministe, donc je veux pas d'enfants parce que je veux pas suivre la norme patriarcale qui me dit d'avoir des enfants. Je sais que c'est pas ça, mais on va en venir. Ou la question nataliste aussi, qu'on dit souvent aux écolos, vous voulez pas d'enfants parce que ça pollue, voilà, toutes sortes de choses. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Et est-ce que c'est des arguments un peu qu'on a mis face à toi? Ouais. En fait, je me suis rendu compte très vite que quand tu disais je ne veux pas d'enfants, la première réaction que les gens ont, c'est pourquoi? C'est-à-dire que ça les questionne et parfois c'est pas négatif du tout, mais il y a quand même une grosse partie du temps où le pourquoi il vient de manière hyper vindicative avec cette idée que tu te poses en opposition aux gens qui veulent des enfants et que comme si tu te sentais supérieur ou que tu avais un message à faire passer, etc. Et effectivement, souvent, c'est relié. Enfin, les gens, tout de suite, en fait, ils partent dans des délires. Ils mettent sur toi des choses que toi-même, t'avais même pas imaginé, quoi. Donc moi, ce que j'aime rappeler, c'est que en fait, si demain il n'y avait pas de crise climatique, il n'y avait plus d'inégalité entre les genres, je voudrais quand même toujours pas d'enfants, parce qu'en fait, c'est un désir viscéral que je n'ai pas choisi, juste je n'ai jamais voulu être mère, donc j'y peux rien, quoi. C'est juste comme des gens, tu vois, parfois des petites filles dès 10 ans qui disent « Oh là là, mais moi je veux 4 enfants », enfin, et toi, qui se projettent là-dedans. Moi, jamais, c'est-à-dire quand j'étais petite, à 4 ans, alors j'avais des poupons, etc., enfin, 4 ans, je ne sais même plus quel âge, j'ai pas le souvenir, mais quand j'avais des Barbies, ce genre de choses et tout, je sais que je me projetais quand même jamais là-dedans, quoi. Donc vraiment, ça fait partie de moi entièrement. Mais du coup, ouais, voilà, pour les gens, il y a quand même ce truc de... mais du coup, c'est parce que tu penses qu'on est trop nombreux, alors que, enfin, voilà, ça part tout de suite dans des délires très... comme si je voulais forcément faire de la propagande. Ça, on me dit souvent que je fais de la propagande antinataliste. Alors que pas du tout. Moi, je suis pas du tout antinataliste. J'aime bien le répéter aussi parce que je sais que dans les sphères child-free, il y a beaucoup ce truc de critiquer les parents. Moi, je suis pas du tout là-dedans parce que je pense que ça peut mener à des débats... très problématique, tu vois, donc de dire qu'il faudrait arrêter de faire des enfants parce qu'il y aurait une surpopulation haute, quoi. Mais oui, en tout cas, les critiques, elles viennent souvent... enfin, tu sens que ça vient titiller des choses chez les gens parce qu'il y a plein de personnes qui savent même pas qu'on a le droit de pas faire des enfants, en fait. Hein. Clairement, il y a plein de gens pour qui c'est juste le schéma obligatoire et tu peux pas y déroger. Et inconscient aussi, en fait. Ouais. Bah, c'est ça, parce qu'en fait, comme il y a une norme qui te dit... Enfin, il y a quand même des étapes de vie très précises encore maintenant, même si on arrive un peu à s'en défaire et que ça change au niveau des âges, etc., qu'il y a une ouverture aussi sur les modèles familiaux, il y a quand même une majorité de la population pour qui il y a faire des études, trouver un emploi, se mettre en couple, faire des enfants, se marier, bon, de moins en moins j'ai l'impression, mais quand même, se marier puis divorcer, du coup, parce que surtout en Belgique, le taux de divorce est super élevé. Ouais, ici on n'a pas de souci avec ça. Ah ouais, mais ouais, du coup c'est bien, enfin juste je pense que ça met les gens dans un inconfort certain de se dire, punaise, j'avais jamais pensé que c'était possible de penser autrement. Et du coup, ils viennent de manière hyper virulente te parler, quoi. Et pourquoi, du coup, revendiquer pas vouloir d'enfants, parce que c'est ton désir profond, c'est féministe? Ouais, très bonne question. Alors moi, effectivement, quand on me demande, je dis, au-delà du désir naturel, on va dire, que j'ai de pas vouloir d'enfants, il y a un engagement hyper féministe dans le sens où, aujourd'hui, il faut pas oublier qu'avoir un enfant dans un couple hétérosexuel, c'est une source d'exacerbation des inégalités. Et notamment, je le dis de manière très factuelle, c'est une source d'appauvrissement pour les femmes. Avoir un enfant, ça appauvrit les femmes dans les couples hétéros. Pourquoi ? Parce que en Belgique, j'ai pas le chiffre sous les yeux, mais il me semble que c'est plus de 80% des temps partiels sont pris par des femmes. Et souvent, c'est lié à l'arrivée du premier enfant. Parce que du coup, ça coûte moins cher que la femme du couple se mette à temps partiel plutôt que de payer une crèche ou une nounou, etc. Parce que c'est hors de prix, en fait. Et aussi, l'inégalité salariale fait que c'est toujours plus intéressant de perdre 20% du salaire de la femme, qui de toute façon est moins élevé, d'en moyenne 20%, que le salaire du papa, Exactement. Qui de toute façon est 20% plus élevé. Et donc, si on perd 20% de là, d'un plus gros salaire, on a un manque à gagner plus élevé. Et pourquoi les salaires des femmes sont en moyenne toujours plus bas que ceux des hommes ? Il y a plein de raisons, mais en partie le fait que les carrières féminines sont plus hachées parce qu'elles prennent plus le congé, déjà le congé maternité qui est bien plus long que le congé paternité, et le congé parental ensuite de 1 an ou 2 ans ou plus, il est souvent pris par les femmes. Je suis désolée, je suis française, du coup j'ai le chiffre que pour la France, mais j'imagine qu'on doit être quand même dans des proportions similaires. Le congé parental en France, c'est 1% des pères qui le prennent. Donc 99% des congés parentaux, ce sont les mères qui le prennent, quoi. Et congé parental égale pas de rémunération.
Donc littéralement, ça appauvrit. C'est-à-dire que pendant ce temps, même le père peut s'enrichir. Parce que là où la mère passe au foyer, donc il n'y a pas besoin de payer une nounou, etc., bah en fait, le salaire du père, parfois, il n'est pas redistribué entre les gens du couple et ce genre de choses. Et en plus de ça, ça donne lieu au fait que, au niveau de la retraite, les retraites des femmes, elles sont bien moins élevées que celles des hommes. Et c'est toujours lié à cette fameuse arrivée de l'enfant. Alors, ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut arrêter de faire des enfants, c'est pas ça la solution. Mais moi, je suis plutôt dans une idée de, je veux contribuer à montrer l'inégalité, enfin les discriminations que ça met en place pour qu'on mette en place des politiques qui soient vraiment égalitaires, quoi, sur ce sujet-là. Ou équitables, en tout cas, pas forcément que égalitaires, mais... Enfin, clairement, le congé paternité, je comprends pas pourquoi il est toujours pas à égalité avec la femme. Ça, c'est complètement fou, quoi. Oui, complètement. Et au moins il y a des pays dans lesquels il y a un pool de jours et qui se répartissent. Parce que pour des raisons biologiques, on peut penser que la femme aurait besoin de plus de temps parce qu'elle a mis un enfant au monde. Ça, c'est entendable. Mais on peut quand même faire plus que les 10 jours actuels, quoi. Bah oui, et en fait, c'est crucial. C'est-à-dire que un bébé, enfin, il a été prouvé qu'il n'y a pas de nécessité que ce soit forcément la mère qui soit au contact. Enfin, juste un bébé, il a besoin de chaleur humaine, il a besoin d'amour et d'attention. Enfin, il a besoin qu'il y ait des adultes référents qui s'occupent de lui, quoi. Mais peu importe le genre de la personne. Donc, ça marche aussi, par exemple, pour des familles LGBTQ+, enfin, etc. Tu vois, il y a pas de distinction. Enfin, un bébé, il fait pas l'indistinction de ce qu'on a entre les jambes pour s'occuper de lui, quoi. Donc, le père est tout à fait apte aussi. Et il est temps qu'on rentre ça dans les mœurs, quoi. Donc oui, pour moi, ne pas vouloir d'enfant, c'est... En tout cas, je décide de politiser mon discours pour montrer... En fait, pour essayer de me poser en tant qu'allié des mères, notamment. Parce que ça, c'est aussi un point que j'aime bien rappeler, c'est que c'est pas parce qu'on n'a pas d'enfants qu'on s'intéresse pas à la parentalité. Et que... Enfin, déjà, moi, quasiment... Enfin, une grande majorité de mes amis vont avoir des enfants, j'ai envie de les soutenir, j'ai envie d'être là aussi pour elles. Et surtout, en tant que féministe, ça me concerne aussi la situation des mères de famille notamment et des femmes de manière générale, qu'elles aient des enfants ou non, quoi. Oui, complètement. Et c'est pour ça, du coup, que ce combat est complètement féministe. Tu parlais au début, du coup, du lien entre... de ta prise de conscience environnementale sur la crise climatique et ensuite, du coup, féministe. Comment c'est lié ces deux sphères aussi dans ta vie ? Oui, c'est intimement lié aussi, je pense. J'ai remarqué, là, j'ai pas de statistiques à t'offrir, tu vois, mais c'est juste que ça fait 4 ans que j'anime donc un compte avec quasiment que des child free qui interagissent avec moi. Et j'ai remarqué qu'il y avait un peu 2 grands groupes. Il y a un groupe qui est plutôt anglophone, on va dire, mais qui se développe un peu en francophonie. C'est les child free en mode, du coup, on a plus de thunes pour nous, donc on en profite. On consomme. Pour consommer, tout à fait. Donc avec pas du tout de réflexion écologique, pas du tout d'engagement, de désir, en tout cas de s'ancrer dans ces luttes-là. Mais on peut pas nier qu'il y a quand même une grosse partie des child free qui ont aussi une conscientisation justement de problèmes sociétaux beaucoup plus larges et notamment l'écologie. Et en fait, je l'ai remarqué, mais déjà, il y a une surreprésentation des végétariens et végétariennes qui me suivent, alors que franchement, c'est pas majoritaire dans la population. Mais du coup, pour moi, il y a quand même Enfin, déjà, je voulais parler de ça parce que je trouve ça intéressant quand même. Et à titre personnel, juste, je sais pas, pour moi, je me rends compte, je me sens un peu proche, mais pas sur certains. Il y a certains points sur lesquels je suis pas d'accord, mais je trouve que les pensées écoféministes sont quand même hyper intéressantes sur certains points, à savoir le fait que on a créé une société capitaliste qui rase tout sur son passage et qui fait vivre un enfer à la plupart des êtres humains et aussi en même temps à la planète et aux animaux, par exemple. Et du coup, j'avoue que moi, je suis devenue végétarienne en 2014, donc j'étais pas du tout encore dans cette pensée féministe, etc. Mais en fait, très vite, je me suis rendu compte que c'était assez logique, en fait, de se dire que si on se bat pour les droits des humains et des humaines, déjà, en fait... on vit tous sur une planète qui est quand même à crédit là en ce moment par notre activité humaine qui se porte pas hyper bien. Voilà, a priori quand même il fait 31 degrés aujourd'hui à Bruxelles. Et on est début juin. Voilà, mais du coup je sais pas, c'était dur à expliquer, tu vois, j'ai pas tout un cheminement de pensée, mais ça me paraît tellement logique. Tu peux pas te battre pour que les êtres humains qu'on ait le droit de décider pour nous-mêmes, si je reprends juste le combat, on va dire, que je mène, à savoir qu'on a le droit d'avoir des enfants ou non et de décider librement, en conscience de ce choix, sans ancrer ça dans toutes les discriminations et les luttes sociales et environnementales, quoi. Parce qu'en fait,
c'est toujours les mêmes personnes qui dominent et c'est toujours les mêmes groupes qui sont dominés, quoi. Et je trouve que c'est important de lier ces luttes. Après, on peut pas être parfait et parfaite, et le but c'est pas d'être dans la pureté militante, parce qu'en fait sinon tu deviens, enfin c'est épuisant en fait de se dire à chaque fois que tu fais un truc, est-ce que ça va pas du coup exploiter des humains, ou est-ce que ça va pas exploiter des animaux, ou je ne sais quoi. Oui, en fait notre mode de vie d'occidental est problématique de base, mais on peut essayer de faire mieux, quoi. Juste, je pense que ce serait déjà pas mal. Mais complètement, et c'est ce que j'essaye de raconter ici dans les récits sur Épicéa. Tu parles de végétarisme, on est 2 végétariennes ici à table, mais on m'a posé une question récemment que j'ai trouvée hyper intéressante. C'est, est-ce qu'on peut être féministe et pas végane, du coup ? Parce que quand on n'est pas végane, ça veut dire qu'on consomme, et qu'on est végétarienne, ça veut dire qu'on consomme encore du lait et des produits laitiers, du fromage, etc., et des œufs qui sont produits uniquement par les femelles. Ouais, c'est une super bonne question. Et là, on touche le summum de la dissonance cognitive. J'ai un post en préparation d'ailleurs là-dessus sur la dissonance cognitive, à savoir le fait d'avoir des actes qui sont pas en accord avec tes valeurs intrinsèques ou ta pensée. Je pense déjà qu'il faut être hyper honnête, c'est qu'on a tous et toutes un peu de dissonance en nous. Enfin, clairement, si en tout cas t'es un minimum engagé pour certaines luttes, tu te rends bien compte que la ligne... Enfin, tu peux pas être... Encore une fois, en vivant en ville, par exemple, en vivant dans un pays occidental qui est pétri de contradictions aussi, tu peux pas être parfait et parfaite, et je pense pas que ce soit atteignable ni souhaitable de toute façon, parce que sinon c'est la dépression assurée, donc merci. Par contre, ouais, c'est une très très bonne question, et c'est pour ça qu'effectivement, le parallèle entre réfléchir à l'injonction des femmes, enfin en tout cas au fait que le corps des personnes qui ont un utérus n'est pas vraiment leur propriété, et qu'il est souvent, il a été instrumentalisé au service de l'État, etc., pose question dans les luttes écologiques, et notamment sur le végétarisme et le véganisme. Donc moi, je suis pas végane, effectivement, mais j'ai hyper conscience que c'est pas cohérent. Après, j'essaye de végétaliser au maximum mon alimentation, mais je mange du fromage, clairement, je mange du beurre de temps en temps, et je me dis, voilà, peut-être un moment... Je vais peut-être arriver à un stade où en fait la dissonance sera trop grande et je me sentirai plus à l'aise. Mais en fait, j'avoue que ce qui est aussi et je pense que c'est peut-être un discours important à entendre aussi, c'est qu'en fait, je suis certaine que si j'habitais dans un pays, par exemple, beaucoup plus végé ou vegan. J'ai habité au Guatemala pendant longtemps et le fromage, il est pas très bon au Guatemala, et surtout, il y en a pas beaucoup en fait. C'est pas du tout c'est pas un pays comme la France, tu vois. Clairement, moi, j'ai grandi en France avec du fromage tous les jours. Bah, ça me dérangeait pas d'être vegan là-bas parce qu'en fait, il y avait pas cette offre. Et j'avoue que moi, je suis hyper réceptive, je suis hyper influençable en fait par le monde qui m'entoure, et donc avoir des débats sur le fait que je suis végane, par exemple, pour le choix d'un resto entre potes ou en famille. Honnêtement, ça me saoule. Et pour l'instant, je suis pas prête à endosser encore plus cette casquette. Déjà, je suis la child free de la famille, la féministe de la famille, la végé de la famille. Honnêtement, c'est désagréable. C'est toujours les remarques à Noël de « Pourquoi tu manges pas un peu de foie gras ?» Enfin, en fait, juste, j'ai décidé de me préserver là-dessus. Mais je le fais au détriment d'autres êtres vivants, et c'est pas idéal. Je suis complètement d'accord. Mais je me dis déjà, si on était tous et toutes rien que végétariens et végétariennes, non mais ça changerait le monde, littéralement. Voilà. Alors je hiérarchise pas les luttes parce qu'en fait clairement oui, les pauvres poules pondeuses qui n'ont jamais vu le jour de leur vie versus des cochons ou des bœufs, c'est la même chose. Mais voilà, je pense que faut savoir aussi choisir peut-être ses luttes et en tout cas aller vers le mieux, tout en sachant que on pourra jamais être parfait, quoi. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi, et moi d'ailleurs je suis pas végane, en tout cas pas 100% du temps. Mais néanmoins, je suis tout à fait d'accord que cette question est pertinente, quoi. C'est clair. Elle a allumé quelque chose en moi quand on me l'a posée. Et je trouve que la déconstruction, ça a ça de bon aussi, c'est que ça nous apprend à nous remettre constamment en question sans le prendre comme une attaque. Tu sais, moi, il y a genre 6-7 ans, quand j'étais pas du tout dans cette mouvance-là, plutôt progressiste, j'aurais pris ça comme une attaque, cette question. Et là, quand elle m'a été posée il y a pas très longtemps, je me suis dit, mais j'ai juste dit à la personne, mais quelle bonne question en fait. Et je trouve que c'est quand on est un peu impliqué dans les luttes et qu'on déconstruit nos comportements, nos réflexions, c'est toujours quelque chose de bon en fait, de se questionner sur ce qui reste à faire. Ça veut pas dire qu'on doit être parfait, mais on peut aussi juste être humble et dire oui, c'est logique, et plus tard, je ferai peut-être de mon mieux pour ça. Mais du coup, je reviens aussi sur le fait que tu dis qu'avec ta famille, parfois, c'est complexe. Enfin, on va pas mettre que l'accent sur la famille, mais les proches.
Comment tu vivais par exemple dans ton couple, comment tu vis avec tes proches, avec tes potes, avec ta famille, toutes ces revendications que tu as en toi. Moi, personnellement, c'est quelque chose avec lequel je compose comme je peux, mais c'est pas évident. Et comment c'est et même au sein du couple hétérosexuel, c'est comment? C'est la séparation. Non, je rigole, c'est horrible. Non, en vrai, oui, on peut pas nier que, en tout cas, s'ouvrir... Pardon. Non, j'avoue, c'était juste pour la blague. Hein. Mais bon, en tout cas, c'est une excellente blague. C'est une excellente blague et malheureusement, c'est pas tant une blague que ça parce que là, je discutais récemment avec 2 personnes hyper féministes qui tiennent des podcasts d'ailleurs sur la parentalité ou sur, en tout cas, qui sont engagées sur ces luttes-là, quoi. Et on parlait de ça et t'es là, moi quand je suis devenue féministe, je me suis séparée, voilà. Et en gros, alors moi je vais pas être aussi radicale parce que déjà je veux pas tacler mon ex-compagnon, il a été très chouette sur plein de choses et je pense qu'il peut y être un allié sur pas mal de questions, mais en tout cas, je pense qu'on peut pas nier que on reste encore vachement marginaux et marginal quand on est juste soit végé, soit féministe, soit enfin juste... on va dire activiste, je sais jamais quel terme employer, on va dire militant, militante, quoi. Et que du coup, ça peut quand même créer des super tensions. Moi, j'avoue qu'en fait, parfois, j'ai un tempérament qui est quand même très... j'essaye de me calmer, mais j'ai du mal à ne pas réagir parfois. Et si tu veux, par exemple, dans ma famille, là, je prends un autre exemple, mais qui est aussi lié je suis alliée des luttes antiracistes parce que ça ne ferait pas sens, je veux dire ça paraît logique en fait de soutenir toutes les personnes qui sont discriminées. J'ai quand même toute une frange de ma famille qui est raciste, clairement, j'adore le dire parce que je leur enverrai le podcast d'ailleurs mais parce qu'en fait ils veulent pas l'entendre, c'est-à-dire qu'ils sortent des aberrations et ils considèrent qu'ils sont pas racistes parce qu'ils ont déjà parlé à quelqu'un de noir, tu vois, on en est là hein, clairement. Donc il y a des trucs comme ça et j'ai déjà eu des discussions qui sont montées mais dans une violence inouïe avec des pleurs, des cris, etc. Tu vois, et je vois quand même toujours ces personnes-là, mais en même temps, moi en fait, ça me met toujours dans une insécurité énorme et je prends sur moi, j'ai mal au ventre quand je ressors, tu vois. Donc parfois je me dis, faut savoir aussi se protéger, je pense, quand on a envie d'alimenter certains combats et tout, parce que c'est hyper compliqué. Et dans le couple hétérosexuel, en fait, moi j'ai quand même, en 4-5 ans, j'ai énormément changé et j'ai réfléchi à pas mal de choses en fait que je faisais par automatisme, quoi. Et c'est vrai que du coup, ça a finalement amené à ce qu'on se sépare avec mon ex-mari, du coup. Alors, c'est pas entièrement pour ça, mais en fait, je me suis rendu compte qu'il y a des choses que je voulais plus accepter dans le couple hétéro, et je trouve que la charge mentale liée au ménage, par exemple, ça peut paraître être un détail, et il y a plein de gens qui me disent, t'as qu'à prendre une femme de ménage. Non, j'ai pas envie de prendre une femme de ménage pour un appart de 60 mètres carrés, alors qu'en fait, il y a juste à ce que mon mec décide qu'une heure par semaine, il va faire le ménage, quoi. C'est hors de question qu'il délègue à une autre femme, en fait. Non. Ça suffit maintenant. Et du coup, voilà, il y a beaucoup de choses qui ont changé, et je pense que l'activisme féministe m'a fait peut-être me séparer, et en même temps c'était très triste et ça fait 1 an et demi et je peine encore à m'en remettre, je suis encore très triste de ça, mais j'ai changé plein de choses dans ma vie qui sont très cool. J'ai expérimenté du co-living et là je suis en coloc avec 2 amies féministes, 2 femmes. C'est le bonheur en fait, juste, mais alléluia, on peut vivre sans être en couple, on peut vivre sans être dans des schémas classiques et se mettre en coloc à 31 ans, c'est super cool, voilà. Mais oui, justement, on en parlait avant de commencer cet épisode toutes les 2, et t'as vraiment fait le chemin inverse de, j'aime pas dire la logique parce que ça n'a rien de logique, mais de la norme. C'est-à-dire que t'as été en couple, vous avez habité ensemble dans votre appartement, et ensuite tu es reparti en coloc à plus de 30 ans. Comment t'as déconstruit ça, cette appartenance à la vie à 2, au bien à 2, voilà, c'est quand même c'est une injonction presque aussi de devoir vivre ensemble, de devoir... moi je le fais, hein, donc il n'y a pas de souci, mais c'est vrai qu'on peut réfléchir là-dessus, et surtout comment ça a été pris, encore une fois, par tes proches. Qu'est-ce qu'ils se sont dit en fait ? Ouais. Oui, déjà, autre rappel aussi, c'est que si je dis que moi, ça m'a libérée et qu'en fait, finalement, je suis beaucoup plus épanouie maintenant, ça veut pas dire que je dénigre le couple hétérosexuel et qu'il faut arrêter de vivre en couple. Mais ça rejoint ce que tu disais il y a 5 minutes sur... c'est pas parce qu'on critique un truc
qu'il faut forcément le prendre pour soi en disant ah mais tu attaques le fait. Enfin tu vois quand je dis ce genre de choses, je pense pas que tu le prennes pour toi parce que Absolument tu vis pas. en couple hétéro, tu vois. Voilà, mais parce qu'en fait c'est juste moi je suis pour qu'on diversifie les modèles et qu'on se rende compte qu'on a le droit de vivre autrement si la norme ne nous correspond pas. Et en fait moi j'ai toujours oscillé entre j'ai toujours senti qu'il y avait un truc dans le couple qui me dérangeait. C'est-à-dire que il y a plein de choses qui me convenaient pas, mais comme en fait je voyais toujours ce modèle-là, j'avais pas d'autres rôle modèle, mais en fait j'avais jamais trop remis ça en question. Et du coup, en m'ouvrant aux réflexions féministes, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de manières de vivre des relations d'importance, tu vois. Donc déjà, par exemple, j'essaye, hein, c'est pas facile, mais de déhiérarchiser mes relations. C'est-à-dire qu'en fait, souvent dans le couple c'est un peu le goal ultime. Et il y a plein de gens, quand ils se mettent en couple, leurs amis, c'est ciao, ils les voient plus, tu vois, parce que tu te resserres sur le cocon. Et en plus, nos manières même de vivre en ville, les appartements sont faits pour se refermer dessus. On vit de moins en moins en communauté, etc. Et du coup, voilà, c'est plein de petites réflexions qui se sont faites au fur et à mesure sur... j'aime bien le couple, mais il y a aussi beaucoup de choses qui me déplaisent. Et donc, si un jour, je rencontre quelqu'un et que ça se passe bien et qu'on décide d'avoir une relation, je sais pas si j'aurais envie de revivre seulement en couple. Ou alors je me dis, j'aimerais bien peut-être vivre en couple, mais dans un cadre de colocation, de vie en communauté, pourquoi pas. Mais je me dis, bon, je sais pas, je pense que j'aimerais bien retrouver un truc un peu plus... avec plus de relations, parce qu'en fait, je trouverais ça plus riche pour moi, encore une fois. Hein, c'est juste que c'est mon cheminement de pensée, quoi. Et ouais, voilà, je crois que j'ai oublié une partie de ta question en chemin, mais bref. Et comment tes proches oui. l'ont pris? Alors, pour ma mère, c'est vraiment ma best alliée de tous les temps, c'est-à-dire qu'elle me juge jamais, elle me dit j'apprends plein de trucs avec toi, c'est trop cool et tout. Mon père, par exemple, il est il ne comprend pas. Vraiment, c'est-à-dire vraiment dans sa tête, je pense que ça bug vraiment. Il est là, mais du coup, pour lui, il est dans un schéma très classique. Ça fait 40 ans qu'il n'est pas célibataire et il a quand même eu 3 compagnes en même temps. Il n'a jamais eu de temps de célibat en 40 piges et il a 60 ans, tu vois. Et pour lui, en fait, on ne peut pas ne pas vivre en couple. C'est-à-dire que c'est sa réalité, donc ça doit réalité, être la réalité de tout le monde, quoi. Et du coup, il a du mal à concevoir que j'ai pu me séparer parce qu'en fait, la notion de couple me plaisait pas. C'est-à-dire que pour lui, dans son schéma, il m'a demandé tout de suite, c'est parce que tu as rencontré quelqu'un d'autre, c'est ça? Non, en fait, vraiment pas. C'est parce que on n'était plus compatibles sur nos manières de voir le couple et la vie. Donc voilà, c'est tout. Mais sinon ça va. Je pense que mine de rien il y a quand même des parties de moi où en fait je suis quand même entourée beaucoup de gens qui sont en couple et c'est vrai qu'il y a quand même des parties qui sont là, oh là là, t'as toujours, parfois tu peux être vite rappelé au fait que ça peut te manquer ou que ouais, j'aspire quand même, je pense, à me dire, à me remettre en couple un jour, quoi. Mais bon, pour l'instant, c'est pas un manque vraiment énorme. Et je pense que c'est important de savoir qu'on peut quand même vivre en couple, mais qu'en fait, il faut pas... Enfin, il faut pas. Je ne veux pas donner de conseils ou faire la morale, en fait, donc pas du tout, il faut. Mais je trouve que c'est très enrichissant et très intéressant d'essayer de désacraliser le couple. Donc pas en disant il faut arrêter de se mettre en couple, mais de donner autant d'importance à d'autres relations de sa vie. Je trouve ça génial, en fait. Et ça te permet aussi de changer d'avis, en fait. Oui. Et ça, c'est intéressant, de changer d'avis, de changer de modèle plutôt, donc de se dire, voilà, là, la colocation, ça me convient hyper bien avec mes 2 amies engagées, militantes, féministes, et si je rencontre quelqu'un, peut-être, c'est sympa, en fait, d'avoir plein d'options et plus qu'une seule dans un goulot d'étranglement où il n'y a que ça qui peut se passer. C'est clair. Et du coup, tu disais donc que tu vivais avec tes 2 amies qui sont engagées sur les luttes féministes, et est-ce que tu remarques, pas tellement chez tes amis, mais dans la sphère féministe, parfois, cette imperméabilité potentiellement à d'autres luttes, la crise climatique et sociale, la lutte environnementale, du coup, l'antiracisme, je suis convaincue qu'on va tous dans le bon sens, mais c'est vrai que parfois, on peut se heurter à des gens, en fait, plutôt qui compartimentent énormément. Donc ils disent moi je suis féministe mais je suis pas écolo, ou moi je suis écolo, je suis pas féministe, et c'est un discours que je peine un peu à entendre personnellement. Moi aussi. T'as hyper raison, tous les milieux, hein, mais même, je sais plus, je parlais de ça cette semaine avec quelqu'un qui me disait le milieu écolo politique par exemple, il est hyper imperméable aussi, c'est-à-dire que
qui a déjà entendu... Alors, ça commence un peu... je sais qu'en France, il y a eu 2-3 candidates qui se disaient féministes tout en étant dans les partis écolos, etc. Mais ça reste très rare d'avoir des partis écologiques, qui se revendiquent des luttes sociales, qui se revendiquent aussi du féminisme et qui mettent ce mot-là, ou de l'antiracisme. Alors là, c'est encore plus invisible. Moi, j'avoue que j'ai du mal à concevoir. Alors, je peux comprendre qu'on décide de, par exemple, communiquer sur un seul sujet, parce que c'est vrai que ça peut vite perdre les gens, de dire, en fait, il y a ça à faire, et du coup, ça peut vraiment démoraliser, parce qu'en fait, tu te dis, mais mon Dieu, il y a une montagne qui est infranchissable, on va jamais s'en sortir, et parfois, prendre le combat sur, par exemple, un sujet qui va être le végétarisme, par exemple, c'est vrai qu'au moins, tu peux peut-être convaincre plus facilement. Enfin, moi, je pense qu'il n'y a pas de mauvaise manière de faire, il n'y a pas de mauvaise manière de militer ou il n'y a pas de mauvais discours, mais par contre, je pense qu'il est quand même urgent, comme tu le dis, de prendre conscience que tout est imbriqué, quoi. Et qu'en fait, une lutte féministe, mais qui n'inclut pas, par exemple, de réflexion sur le capitalisme, en fait, c'est juste un féminisme qui reproduit le système de domination. C'est-à-dire que moi, je vomis ce discours des femmes en mode « Ah là là, elle est devenue PDG d'une entreprise... » Au CAC 40. Voilà, exactement, d'une entreprise du CAC 40. Si c'est une entreprise qui pollue et qui exploite des femmes à l'autre bout du monde, mais c'est quoi l'intérêt, en fait ? C'est pas ça qui va nous sauver. Alors, moi, je pense que peut-être, pourquoi pas essayer de se dire... c'est même des féministes marxistes qui l'ont dit ok, prenons la thune là où elle est, mais pour la redistribuer direct dans nos luttes, quoi. Sinon, en ayant en vision globale que, ok, on va investir tous les secteurs et gangréner tous les secteurs, même le capital, mais pour ensuite détruire mieux ce système. Sinon, ça n'a aucun intérêt, tu vois. Et ouais, j'avoue que, pareil, se dire... il y a des féministes. Alors moi, vraiment, je pense qu'il faudrait pas qu'elles ne pourraient pas employer ce terme, mais je sais pas, en Belgique, j'imagine qu'il y a des groupes comme ça aussi. En France, il y a un groupe de femmes qui se revendiquent du mot féministe, mais identitaire, donc raciste, du coup, clairement, et qui, du coup, utilisent les luttes féministes pour dire, vous voyez, le problème de l'insécurité en France, c'est les immigrés, et donc il faut fermer nos frontières, quoi. Donc, ça n'a aucun sens. Ils n'ont pas vu que tous les membres du gouvernement français sont des violeurs? Grave, t'es là, mais genre, toutes les semaines, il y a une nouvelle personnalité qui est inculpée, qui est soit condamnée, pas souvent, mais en tout cas, qui est mis en lumière, on va dire, pour les agressions sexuelles. C'est que des riches blancs, mais là, bizarrement, les gens font pas les liens que le capital, les capitalistes, on va dire, et les bourgeois, c'est les vrais délinquants, quoi. Ça me rend dingue, tu vois. Et je dis tout, mais c'est pas vrai, évidemment, c'est pas tous les membres du gouvernement, mais c'est quand même une bonne partie où il y a des problématiques sociales, féministes, et clairement. Et on a quand même une facilité incroyable à renvoyer la balle sur les autres. Ah oui, sur les gens qui ont le moins la parole, parce que clairement, tu vois, c'est comme dire il y a une surreprésentation des Maghrébins. Alors, on n'a pas le droit de faire des études ethniques en Belgique non plus, il me semble. Non. On n'en fait pas. Mais du coup, donc déjà, tu peux pas trop le savoir, mais on va dire de personnes qui n'ont pas la nationalité française, etc., ou nationalité belge. En fait, c'est juste que c'est des personnes qui ont déjà moins de capital pour se défendre devant la justice, qui sont qui subissent beaucoup plus de contrôle de police, etc. Donc en fait, c'est biaisé. Et donc c'est vrai que moi, j'ai du mal à concevoir qu'on puisse vouloir être féministe en disant il faut l'émancipation des personnes sexisées, tout en tapant sur les personnes qui, elles aussi, subissent une autre discrimination. Waouh, c'est lunaire, quoi. C'est vraiment... c'est encore jouer le jeu d'un système inégalitaire et discriminant, quoi, en fait. Donc, je comprends pas. Mais complètement, c'est comme les marques qui font... les marques comme Zara, H&M, Shein, qui font des t-shirts Female is Power ou un truc comme ça, et qui exploitent des femmes au bout de leur chaîne de valeur et qui détruisent les écosystèmes pour produire ces vêtements. Donc ça... Clairement, ça c'est magique. Ça, en plus, c'est corrélé au mois de juin, c'est le mois des fiertés. Le nombre d'entreprises qui t'affichent, comme tu dis, t'imprimes un petit drapeau LGBTQ+, sur leur t-shirt qui est fait dans un pays où l'homosexualité est passible de prison ou de peine de mort. T'es là, mais waouh! Et nous, on tombe dans le panneau en plus, parce qu'il y a plein de gens qui achètent quand même en disant « Ah, c'est super !» Non, c'est pas super, non. C'est même l'enfer, ouais. Mais je pense que ce sont d'excellents mots de la fin. Merci beaucoup, Bettina, et à bientôt. Merci à toi aussi, c'était très chouette, très plein de sujets différents, parce qu'il y a plein de choses à dire. Trop bien, merci beaucoup. Merci. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner au podcast. Si vous voulez réagir à nos propos, la section commentaires est faite pour cela. Ou alors, vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudo @goodmorninglo.
On se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode d'Épicéa et d'ici là, prenez soin de vous.